dans Reportage VIP et plus globalement chez RVVS. On a accueilli le projet avec passion, avec joie. Moi j'ai toujours laissé ma porte ouverte et j'ai toujours dit que dès qu'il y aurait un projet sport handicap, je le suivrais. Bonjour Jonathan. Oui, bonjour. Parle-nous-en. Donc j'essaye de monter dans la commune des Mureaux un club de basket handisport. Dans l'équipe que j'essaye de mettre en place, les filles peuvent aussi jouer avec nous, il n'y a aucun problème. Et il peut y avoir un quota de 3 valides. Donc si par exemple il y a des personnes en situation de handicap ou des valides, filles ou garçons, qui veulent venir jouer dans la limite des 3 places disponibles, qui n'hésitent pas à me contacter, il n'y a aucun souci, je serais ravi de les accueillir dans l'équipe. Un numéro de téléphone ? C'est le 06 50 59 90 51. Bonjour à tous, vous écoutez Reportage VIP comme tous les samedis de 13 à 14h sur RVVS 96.2 FM, sur internet au www.rvvs.fr, sans oublier la page Facebook de la radio. On est en direct aujourd'hui. Florent, un petit bonjour qui est à la régie. Et oui, bonjour à tous, c'est Reportage VIP, RVVS 96.2 FM. Il est 13h passé de 2 minutes et nous sommes en direct. En direct, mais pourquoi ? Pour le quai ? Alors, on est en direct pour une émission spéciale Coupe du Monde. On avait déjà fait un premier volet pour parler des phases de poule et on parle maintenant du tableau final, des huitièmes de finale à la victoire finale de la Nationalmannschaft. Et on va d'ailleurs débuter dans la première partie avec cette équipe d'Allemagne. Voilà, vous l'aurez compris, on n'aurait pas pu rester insensible face à cette extrêmement émouvante histoire, épopée allemande qui s'est déroulée au Brésil. Et comme quoi, Reportage VIP, là encore, fait honneur à l'Allemagne en fêtant cette victoire en Coupe du Monde. Soyons patriotes, en quelque sorte. En tout cas, c'est la 4e victoire de l'Allemagne en Coupe du Monde, donc 4 étoiles sur le prochain maillot. On a vu que au départ de cette Coupe du Monde, l'Allemagne faisait partie des favoris, même si les Allemands, eux, pensaient que l'équipe était plutôt dans les outsiders. Et c'est vrai qu'au départ, on pouvait se poser des questions avec un groupe qui n'était pas totalement remis de ses blessures. On peut parler de Khedira, Sami Khedira, on peut parler aussi de Schweinsteiger. C'était des milieux quand même très présents en équipe d'Allemagne et qui, au début de cette compétition, revenaient de blessures en tout cas. Et c'est vrai que leur retour en forme a permis à cette Nationalmannschaft d'aller au bout, avec le replacement notamment de Lahm en latéral à partir du match des quarts de finale contre l'équipe de France, et du repositionnement aussi de Klose en pointe. Et puis il y a eu aussi quelques douches froides durant ce mondial qui ont aidé la Nationalmannschaft à pouvoir se réveiller. Quand on fait 2-1 après prolongation face à l'Algérie en 8e, on a chaud, on a très chaud. Donc on se dit du côté allemand, va falloir mettre les bouchées doubles, d'où le repositionnement de Lahm notamment. Et ça, c'est bien vu, ça se gagne aussi à ça, des Coupes du Monde. Des moments d'alerte, des moments très chauds où on se dit, attention, si on continue comme ça, on va dans le mur. Et cette fois-ci, on se rend compte qu'avec l'équipe d'Allemagne de 2014, c'est pas arrivé à la demi-finale. C'est arrivé bien avant et ça a pu permettre à Joachim Löw et toute l'équipe de s'adapter à l'adversaire. Ce qui n'était pas le cas précédemment dans les anciennes Coupes du Monde, en 2006 ou en 2010 par exemple, où là, l'Allemagne déroulait son jeu sans se poser de questions face à l'adversaire contre lequel il jouait. En tout cas, cette équipe d'Allemagne n'a pas été forcément la plus joueuse de cette dernière décennie. C'est vrai que l'équipe de 2006 était quand même portée vers l'offensive, jouait plus en cohésion d'équipe. Et là, on sent que même au niveau défensif, puisque c'était le gros point faible allemand, ça s'est un peu réveillé, même si il y a eu 4 défenseurs centraux alignés à la base. Pas de latéral de formation. Pas de latéraux de formation. Ouais. Et face à la France, 1-0, on voit que cette victoire, elle représente leur Coupe du Monde. C'est pas un jeu forcément flamboyant, mais c'est
Une génération qui a été accompagnée par cette victoire de 2006, cette 3e place, et avec un jeu vraiment porté vers l'avant, et avec l'expérience, avec les défaites, puisque cette équipe, ces dernières années, en a connu, se sont dit, on va la jouer à l'expérience. Des types comme Schweinsteiger ou Philippe Lahm ou Miroslav Klose qui ont loupé des demi-finales, qui ont loupé des finales, ça compte. Et là, on a pu le voir à la France, équipe très jeune aussi, un peu fougueuse à certains moments. Et c'est là où ça a fait la différence. L'équipe d'Allemagne a marqué un but et ensuite a géré. À jouer à l'expérience. Et c'est vrai que ça n'avait pas été un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde, en tout cas. Ça s'est géré à l'expérience, et l'équipe française, malheureusement, qui n'a pas réussi à dominer cette équipe d'Allemagne et à manquer d'envie, peut-être d'ambition aussi sur ce match. Et Damien, un match d'anthologie d'anthologie contre le Brésil. Contre le Brésil, le Brésil n'était pas au meilleur de sa forme dans ce match-là. On a vu la faiblesse de la défense avec Thiago Silva et David Luiz qui avaient du mal à jouer ensemble. David Luiz qui a peut-être plus un rôle de milieu que de défenseur. Certainement. Et c'est là-dessus où ça a dû jouer. Et on est au Brésil. Le Brésil avait déjà une pression populaire, plus la pression d'eux-mêmes, d'exigence, pour mener cette Seleção à la victoire finale. Et ils se sont vus peut-être trop beaux jusqu'au 2e but de la Nationalmannschaft. Là, on a vu l'équipe recevoir un grand coup sur la tête et se dire on a perdu. Et ils ont laissé courir le match. Donc ça a été en quelque sorte faussé. Mais quelle démonstration de l'Allemagne. Ah oui, ils ont joué l'attaque. Et parallèlement, je pense que l'on se souviendra encore dans plusieurs années de ce 7-1 en demi-finale contre l'Allemagne. Surtout que ça jouait au Brésil, donc ça va rester très longtemps. Tout le monde se souvient encore de la défaite du Brésil contre l'Uruguay. Et là, l'Argentine en finale, l'Argentine qui fait déjouer ses adversaires. Là, on a pu voir que l'Allemagne a quand même franchi le cap avec un but venu de nulle part lors des prolongations avec Mario Götze renversant. Et quel but! Et c'est vrai qu'en tout cas, Joachim Löw a fait les changements qui ont été décisifs, puisqu'il a fait rentrer Schürrle et Götze juste avant la prolongation ou durant la première partie de la prolongation. Et finalement, c'est Schürrle qui fait la passe décisive pour Götze, donc changement qui viennent à point, en tout cas pour cette équipe d'Allemagne, et qui permettent sa victoire en finale, effectivement face à l'Argentine. Mais cette équipe d'Allemagne, elle a eu du mal quand même contre l'Argentine, surtout au niveau défensif. Là, on a encore vu que c'était le point faible. Et on peut se poser des questions aussi sur le changement de Lavezzi, puisqu'il il perforait cette défense en première mi-temps. Et c'est vrai que le changement, on ne l'a pas compris. Et ça aurait pu permettre à cette équipe d'Argentine, pourquoi pas, d'aller chercher cette victoire. Mais bon, en tout cas, c'est l'Allemagne qui a remporté et qui mérite de remporter cette Coupe du Monde sur le mondial qu'elle a effectué. Même s'il y a eu quelques matchs difficiles contre l'Algérie, on en a parlé, contre la France aussi, où elle a géré, sans vraiment avoir d'occasion offensive. On a eu ce match contre le Ghana aussi, qui a été difficile en phase de poule. Et effectivement, ce match historique contre le Brésil, même si l'Allemagne a été en démonstration, mais c'est aussi dû à une grande faiblesse psychologique des Brésiliens, et ça, il faut pas l'oublier non plus. Ah, ça c'est sûr, ça. Et se dire comment le Brésil va pouvoir se remonter après une telle défaite. Le Brésil qui était quand même une formation très jeune. Oui, trop jeune même. Trop jeune. Puisque 22 ans de moyenne d'âge. Ils attendaient beaucoup de cette équipe qui est encore en formation, en apprentissage, et c'était peut-être trop l'événement était trop important pour ces joueurs-là. Et surtout qu'ils se sont mis une pression supplémentaire eux-mêmes. Il y avait la pression populaire, mais en plus, quand on entend un Luis Felipe Scolari, qui est le sélectionneur, dire on va la ramener cette coupe, on peut le faire, nous on en est capable. La confiance tout de suite peut se distordre dans les moments difficiles.
Et cette équipe d'Allemagne, le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde maintenant avec Miro. Effectivement, Miroslav Klose qui a marqué 16 buts en Coupe du Monde depuis 2002, je crois, sa première Coupe du Monde, où il avait déjà marqué 5 buts. Et là, il en est à 16 et il dépasse ainsi Ronaldo qui est resté à 15 buts en Coupe du Monde. Mais bon, le record qui ne sera jamais battu, c'est 13 buts lors d'une seule Coupe du Monde et c'est juste Fontaine. Et là, très difficile à aller chercher. Hein. Mais c'est extrêmement beau puisqu'il a commencé cette Coupe du Monde sur le banc, Mario Götze en titulaire, et progressivement il a repris sa place, hein, même on l'a vu jusqu'au Brésil mener ce but, ou même contre le Ghana, rentrer en seconde mi-temps et marquer ce but décisif pour revenir à égalité face au Ghana. C'est beau de voir des joueurs altruistes, puisque c'est pas qu'un buteur, c'est également un passeur, Miroslav Klose. Et un tel panache à 36 ans, ça montre que l'expérience, ça mène à une Coupe du Monde aussi. Hein. À contrario du Brésil. Après, plus de l'expérience, il faut aussi avoir l'envie. On voit Klose dans un match, il fait pas que attaquer, il fait pas que marquer des buts, il défend aussi. Il fait du pressing sur les défenseurs adverses. Ça, c'est un grand attaquant. C'est le joueur intelligent. C'est ça. Le joueur intelligent, on le fête en Allemagne, on le fête et on a des grandes musiques allemandes à vous proposer pour fêter cette victoire de l'Allemagne en Coupe du Monde. On va commencer par l'un des grands artistes allemands qui est Mickey Krause. Voilà. Mickey Krause en Allemagne, c'est vraiment l'une des fiertés que l'on peut entendre et c'est des grands moments de rassemblement. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de Toni Kroos dans cette équipe d'Allemagne qui a été prépondérante. Ou même Manuel Neuer. Et effectivement, Manu Neuer qui a fait le plus de passes que Lionel Messi dans la Coupe du Monde. Durant la finale peut-être. Non, 242 pour Manuel Neuer durant toute la Coupe du 244 pour Manu Neuer, 242 pour Lionel Messi dans toute la Coupe du Monde. Il y en a qui se sont amusés à compter les passes de tous les joueurs et ils ont compilé cela et ils ont observé. Manuel Neuer qui aurait pu être décerné meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Il a eu le Gant d'Or. Il a eu le Gant d'Or, ouais, tout à fait. Le Gant d'Or. Et c'est vrai que Toni Kroos, il a été effroyable, contrairement à Mesut Özil que l'on attendait un peu plus. Et Toni Kroos qui s'est révélé auprès du grand public avec ses passes justes, appropriées pour pouvoir rythmer, cadencer le jeu de la Mannschaft, même quand ça n'allait moins bien, quand la Mannschaft était en deçà de son niveau. Mais en tout cas, Mickey Krause les salue tous et tout de suite, Chalalala, nach Hause. C'est sûr, RVVS 96.2 FM. Seid ihr bereit für einen stinknormalen WM-Song? Dann erstmal stumpf mitklatschen. Wo seid ihr? Hier! Und jetzt ein billiger Beat. Und Spielernamen und Samba. Müller und Durm und Klose im Sturm. Und wird es mal eng, macht es laut Boateng. Der Text ist ja hier sowieso scheißegal. Schalalala, irgendwas mit Pokal. Schweini und Groß, jetzt geht es los. Nichts für Verlierer, wir haben Kedira. Der Gegner kann kommen, stellt euch mal vor. Bla bla Finale, Tor! Ole ola, wir holen den Pokal nach Hause. Ole ola, wir holen den Pokal nach Hause. Schießen, treffen, kämpfen, rennen. Der Fußballgott regiert hier die WM. Ole ola, wir holen den Pokal nach Hause. Mit Fußballgequatsche kriegt ihr eine Klatsche. Ron-Robert Zieler ist auch noch so ein Spieler. Löwnick und Köpke sind auch immer da. Gelaber, bla bla, schalala. Ole, ola,
Pause. RVVS, dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS. Et oui, vous écoutez RVVS, 13h17 sur toute la France, la même heure en Allemagne. Et on salue aujourd'hui reportage VIP sur RVVS 96.2 FM, www.rvvs.fr. Dans le studio Joël Métayer, on fête la victoire de l'Allemagne. Et oui, fantastique victoire de l'Allemagne pour cette Coupe du Monde 2014, Weltmeister. Voilà, la 4e étoile est maintenant sur le maillot de la Nationalmannschaft pour notre plus grand bonheur. Et ça, c'est également grâce à Khedira, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, et ensuite, naturellement, Philippe Lahm, et tous les autres, tous les 23 même. Hein. La France qui a joué durant ce mondial, et on se rappelle de cette qualification inextrémiste, match avec une défaite à la clé à Kiev, 2-0 pour l'Ukraine contre la France, match retour au mois de novembre, l'invraisemblable se produit, le miracle, l'extraordinaire qui dépasse le rationnel, le fait, puisque la France gagne 3-0 contre l'Ukraine après ce choc psychologique là aussi. Moins d'une semaine après, l'équipe de France renverse la vapeur, se qualifie pour ce mondial. Et alors là, on se demandait, que va-t-on faire au mondial ? Réponse dans Reportage VIP aujourd'hui. Je pense que le mondial a été plutôt correct pour cette équipe de France, puisqu'il y a eu, on en a parlé, un beau parcours lors du tour de qualification, avec notamment le 5-2 contre la Suisse. La belle victoire contre le Honduras, mais bon, le Honduras c'était vraiment la petite équipe du groupe. Et ce match nul sans enjeu face à l'Équateur. Donc un parcours assez intéressant, surtout contre la Suisse, où on a vu un jeu assez collectif, rapide vers l'avant, qui a été joué par cette équipe de France. Donc c'est vrai que ça a fait plaisir de retrouver un peu le jeu, le collectif. Et c'est vrai qu'on a retrouvé un peu aussi de ce jeu en 8e de finale face au Nigeria durant une bonne demi-heure. Et c'est vrai qu'ensuite ça a commencé un peu à s'effriter, même si la France a dominé son match de bout en bout, je dirais, avec notamment une équipe nigériane qui a eu quelques occasions, qui a été assez offensive et assez rapide aussi. Donc, mais une victoire méritée de 2-0 au final. Et puis on a ce manque d'ambition pour moi, je trouve, face à cette équipe d'Allemagne. Il y avait moyen de faire quelque chose. Peut-être que l'équipe de France a eu peur. On a senti qu'il y a eu un match à aucun moment on a pu battre cette équipe. Enfin, on a voulu battre cette équipe d'Allemagne même. Enfin, il y a eu quelque chose qui a manqué en tout cas. Jonathan ? Oui. Bah moi j'ai trouvé que la France avait fait une belle Coupe du Monde. Après c'est vrai que les adversaires étaient peut-être en poule un peu plus faibles, mis à part la Suisse. Mais on a retrouvé une envie collective autour de Didier Deschamps qui a bien fédéré ces hommes. Non mais moi j'étais très content de retrouver un peu l'équipe de France. Après il faut voir que les joueurs sont très très jeunes et c'était pour la plupart une première étape en vue de l'Euro 2016, objectif avoué par le sélectionneur. Voilà, ça c'est important. Je voulais aussi revenir sur cet état d'esprit. A été le fruit depuis novembre de créer un vrai état d'esprit à travers le sélectionneur, à travers ses choix. Et ça a été cohérent. On voyait d'un point de vue extérieur, avec du recul, même quelques temps après, que les choix étaient cohérents. Et qu'on avait l'envie de créer un vrai collectif, un vrai groupe, respectueux du maillot. Et ça, rien que dans son annonce des 23 plus 7 réservistes, au lieu d'annoncer une liste de 30 pour en éliminer 7, ça s'est bien déroulé. Et tous ces éléments, progressivement amenés par le sélectionneur, amenés à travers l'environnement, à travers le groupe également, ont fait que
cette équipe a été dans les conditions pour pouvoir réussir une bonne Coupe du Monde. L'environnement était favorable. Après tous les échecs passés, c'était pas si évident, Oui, puis pourtant. Et on a vu un grand Karim Benzema. oui, Karim Benzema qui a commencé son mondial en étant très performant. Il a marqué des buts, il était omniprésent et puis au fur et à mesure, notamment contre l'Allemagne, bon, il a manqué un peu de réussite. Mais après, c'est le jeu, c'est comme ça. Il est tombé face à un super gardien allemand. Et Il a c'est pas eu là, de chance. c'est là justement on peut se dire le manque de lucidité à ce moment-là. L'Allemagne. Pourquoi faire jouer Karim Benzema alors qu'on allait lancer des grandes balles en profondeur où Benzema aime jouer balle au pied alors qu'il aurait peut-être fallu un attaquant type pivot, type Giroud. Sur ce côté tactique, on peut se dire que là, il y a eu un loupé. Mais arriver en quart de finale, faire un loupé face au champion du monde, j'ai envie de dire, respect. Respect, parce que c'était extrêmement dur d'aller conquérir l'Allemagne. Hein. Damien. Après, un loupé, est-ce qu'on peut vraiment parler de loupé? C'est quand même les champions du monde. Avec une défense quand même pas mauvaise, peut-être un peu lente, mais Voilà. qui tenait la route. Peut-être un choix tactique. Sami Khedira qui est revenu Pas en milieu forcément défensif cohérent. à ce moment-là aussi. Qui a apporté plus en défense, je pense. Philippe Lam qui revient sur son côté droit. Ça reste quand même une bonne défense, un bon goal. La France a fait un bon match. Personne ne les attendait à ce niveau-là. Maintenant, peut-être Olivier Giroud avec Karim Benzema sur l'aile ou Griezmann, ça aurait été peut-être un meilleur choix, ou changer le style de jeu. Plutôt que lancer des longs ballons en avant, peut-être essayer de passer plus en des passes en profondeur, jouer plus sur la vitesse que sur les centres et changer de style de jeu en fait. Et parallèlement, la tendance était à l'enthousiasme français après ce 2-0 contre le Nigeria. Et en Allemagne, on était un peu plus parapluie ouvert avec ce 2-1 face à l'Algérie après prolongation. Donc ça a permis de modérer les deux et se dire on va jouer à l'expérience. C'est aussi ça. Mais en somme, une bonne Coupe du Monde pour la France. Une extrait très positif. D'un point de vue groupe, on a pu voir qu'il y a une cohésion On a dans pu voir l'ensemble. aussi une bonne charnière centrale avec Sako Varane, une équipe de France très jeune aussi défensivement et qui a tenu le choc quand même si Varane a fait une petite faute d'inattention sur le but avec Hummels, mais dans l'ensemble ça a été une charnière centrale intéressante. On a vu que c'était physique, on a vu que c'était rapide, peut-être pas très technique avec Sako, mais on a senti que ça, il prenait un peu la place peut-être de Marcel Desailly, le nouveau rock, sait-on jamais. Et Paul Pogba Paul aussi. Pogba intéressant, mais peut-être. Attention, vigilance quelquefois sur sa nonchalance sur le terrain. Voilà, c'est ça, tout à fait. Parfois, vas-y Damien. Moi je dirais Pogba il m'a un petit peu déçu sur cette Coupe du Monde. Je l'attendais peut-être un peu plus constant, un peu plus... Moussa Sissoko m'a beaucoup plus impressionné que Pogba en fait. Je m'attendais vraiment pas à ce niveau-là de Sissoko. Et D'où la Ça m'a un petit construction peu du collectif. c'est ça. Parce que quand on voit des gens comme des joueurs comme Moussa Sissoko transportés par cet amour du maillot, qui vont mettre même son but. Et c'est pas un petit but, c'est un vrai but. C'est un but vraiment superbe à voir, autant dans la construction que dans la finition. Et ça montre voilà, l'état d'esprit et le respect du maillot. On joue pour l'équipe nationale et on se donne à 100 voire 200%. Et ça, je pense que le public a adhéré à cette équipe de France pour cela. Et on se dit que les absents qui n'étaient pas dans ce collectif vont avoir du mal à remettre les wagons. Ils vont avoir du mal à revenir. J'aimerais juste revenir sur les matchs de poule aussi. Tout le monde dit que l'équipe de France a pas très bien joué contre l'Équateur. Il faut quand même se souvenir qu'il y a pas mal de remplaçants en équipe de France. Et l'Équateur a fait une bonne phase de qualification aussi. Ils ont terminé devant l'Uruguay. L'Équateur est toujours une bonne équipe. Hein. Et c'est une bonne équipe. Ouais. Toujours de très bons joueurs avec cette équipe d'Équateur. Et on sait que l'on peut friser la correctionnelle.
L'Angleterre, de mémoire, en 2010, avait fait un match extrêmement compliqué contre l'Équateur. L'Angleterre qui était au même niveau que la France en 2010. Voilà, et puis en tout cas, une équipe d'Équateur très, très physique sur les matchs de poule. Effectivement, elle termine 3e, c'est vrai que c'est dommage, mais c'est vrai que ce match contre la Suisse et la victoire 2-1 des Suisses face à l'Équateur, ça a peut-être fait la différence dans cette poule et pour la qualification de l'Équateur. Bon, en tout cas, on sait que Ener Valencia, le jeune équatorien, a été pris dans une équipe anglaise, donc c'est pas n'importe quoi cette équipe. Aston Villa. Les retraites internationales, on n'en a pas en France, mais on en a en Allemagne, notamment celle de Philipp Lahm. Et pour cela, der Philipp Lahm Song, vous l'aurez compris, on fête la victoire de l'Allemagne. Et ça, la chanson de joueurs, ce n'est pas qu'en Angleterre, c'est également en Allemagne. Et on félicite le capitaine Lahm de pouvoir ramener du côté de l'Allemagne cette fameuse Coupe du Monde que l'on attendait depuis fort longtemps, depuis 1990. Merci Philipp Lahm. Hommage, c'est maintenant sur RVVS 96.2 FM. Er ist der Chef am Flügel, seine Seite, die hält er ein. Er gibt keinen Ball verloren, er gibt alles, er steckt viel ein. Seine Stärke ist die Technik, auf der Brust der 4. Stern. Und Fehler ist für ihn ein Fremdwort, für den kleinen Mann aus Gern. Liegt der Titel gar nicht fern, Lahm, Philipp Lahm. Du bist und bleibst der beste Mann, Lahm, Philipp Lahm. An dich kommt einfach keiner ran, Lahm, Philipp Lahm. Komm und für die Mannschaft an, Lahm, Philipp Lahm. Wir werden mit dem Cup nach Hause fahren. Er kann flanken, dribbeln, rennen, rechts und links und überall. Beste Freunde soll man nicht trennen, sein bester Freund, das ist der Ball. Verteidigung ist sein Angriff, er kriegt den Ball, er trägt ihn vor. Denn am Ende zählt nur eins, das ist die Mannschaft und das Tor. Komm und mach es vor, Lahm, Philipp Lahm. Du bist und bleibst der beste Mann, Lahm, Philipp Lahm. An dich kommt einfach keiner ran, Lahm, Philipp Lahm. Komm und für die Mannschaft an, Lahm, Philipp Lahm. Wir werden mit dem Cup nach Hause fahren, Philipp Lahm. Wir werden mit dem Cup nach Hause fahren, Philipp Lahm. Wir werden mit dem Cup nach Hause fahren, Philipp Lahm. Wir werden mit dem Cup nach Hause fahren, Philipp Lahm. Wir werden mit dem Cup nach Hause fahren. Le grand magazine du samedi, www.rvvs.fr. Et on arrive maintenant sur la troisième partie de l'émission avec les équipes qu'on attendait, qui n'ont pas forcément confirmé, qui n'ont pas forcément déçu. Et on peut parler notamment de cette équipe des Pays-Bas. Alors cette équipe des Pays-Bas, une belle équipe qui allie la jeunesse et l'expérience, avec notamment Ron Vlaar en défense et Robben en devant en attaque. Et Robben effectivement qui aurait pu être aussi élu meilleur joueur de cette compétition, tellement il a été bon avec cette équipe des Pays-Bas, tellement il a été décisif. Et c'est vrai que là, c'était une belle troisième place. On sentait que pour justement cette petite finale, le Brésil était trop faible, avait pris un coup après cette défaite en demi-finale. Et on sentait cette équipe des Pays-Bas capable d'aller chercher cette troisième place.
On ne l'attendait pas forcément à ce niveau, donc ça pouvait être une surprise également pour cette équipe. On savait que Louis van Gaal partait aller à Manchester United, on l'a su avant cette Coupe du Monde. Et ça aurait pu faire déjouer cette équipe des Pays-Bas, mais non, ça a justement été le contraire, même s'il y a eu des difficultés pour cette équipe, notamment face au Mexique, face au Costa Rica aussi en quart de finale. Avec ce changement-là, on peut saluer quand même Louis van Gaal pour ce changement juste avant les pénaltys, où il change le gardien. C'était osé, fallait le faire. Et ça a été réussi puisque Tim Krul, qui a remplacé Silesen, a arrêté 2 pénaltys. En faisant le show. En faisant le show en plus. Donc, et là, c'est vrai que ça a été un changement décisif. Et un choix tactique qui a permis d'aller en demi-finale face à cette équipe d'Argentine. Donc si là, on devrait mettre un meilleur tacticien durant cette Coupe du Monde, c'est Van Gaal. Ce serait Van Gaal. Parce que Philippe même Lahm quand- pas loin quand même. Philippe Lahm pas loin du... Joachim Löw pas loin quand même, puisqu'il a réussi à replacer... Joachim Löw a réussi à replacer Philippe Lahm au bon moment. Oui, mais le coup qu'il fait contre le Mexique qui gagnait 1-0 jusqu'à la 88e minute. Ah, je dirais que c'est un coup de Robben qui s'est un peu jeté... Coup de Robben, mais derrière, il faut un vrai tacticien pour pouvoir insuffler une confiance, faire les bons choix au bon moment, et c'est passé in extremis par un trou de souris, mais quand on passe plusieurs fois de cette manière, ce n'est pas anodin, c'est que derrière, il y a une vraie tactique. Comme face à l'Espagne, beaucoup d'études sur cette équipe espagnole pour pouvoir créer le jeu, les troubler, et au final, ça fait 5-1. Une équipe espagnole qui était quand même bien fatiguée de sa saison. Donc, Oui, émoussé. Mais derrière, moi, Van Gaal, dans cette Coupe du Monde, je le vois en tant que meilleur tacticien. Et on le voit, on voit cette équipe des Pays-Bas sortir sans perdre. 0-0 face à l'Argentine. Sortie au tir au but. Oui, tout à fait. Cette équipe des Pays-Bas qui a une grosse défense, on l'a vu notamment sur ce match face à l'Argentine. Et malheureusement pour eux, ils n'ont, deux séances de pénalty consécutives, ça réussit rarement quand même. On l'a vu contre le Costa Rica avec ce changement de dernière minute de gardien. Luis Van Gaal ne l'a pas renouvelé contre l'Argentine parce qu'il ne voulait pas aller au tir au but. Il savait très bien que 2 séances consécutives, psychologiquement, c'est assez dur. Et c'est vrai que ça a fait la différence, en tout cas pour cette équipe d'Argentine, qu'on peut saluer également. Justement, en parlant d'Argentine, Jonathan, est-ce que c'était l'un des gros coups de cœur, cette équipe argentine, de voir Messi sur le terrain? Est-ce qu'il mérite ce fameux statut de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014? Peut-être meilleur joueur du monde, oui, mais sur le principe même de la Coupe du Monde, sur le tournoi en soi, franchement, il était peut-être un peu fatigué. Il a une saison compliquée. Tout ça avec le Barça, avec les affaires notamment. Donc non, et pour moi, il ne le méritait pas. Et je dis pour moi, mais c'est unanime à tout le monde. Je pense que même lui, il a été très surpris. D'ailleurs, on ne l'a pas vu afficher un beau sourire avec son trophée. Il avait l'air assez embarrassé. En plus de la défaite, évidemment, en finale de la Coupe du Monde. Et cette équipe, cette sélection argentine, l'Argentina, a quand même déçu à travers tout son potentiel offensif. On peut se dire quel gâchis. Parce qu'au final, c'était des victoires à 1-0, à un but d'écart. Alors que devant, on a du talent. On a Agüero, on a Higuaín, on a Messi. On en avait dit. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, globalement, c'était un peu décevant. Par contre, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait une très belle finale et que ils auraient pu aussi l'emporter. Donc, s'ils avaient emporté la finale, on aurait sûrement dit quelle belle Coupe du Monde. Donc, j'essaye de relativiser. C'est vrai qu'au niveau du jeu, c'était sur la globalité de la Coupe du Monde, c'était assez décevant. Mais en finale, ils ont sorti un beau match et ils auraient pu aussi l'emporter. Higuaín, il a loupé des belles occasions qui auraient pu changer la physionomie du match. Voilà. Damien, un mot sur Mascherano.
C'est peut-être même le capitaine de cette équipe d'Argentine, parce que c'est l'âme. C'est le capitaine, le meneur, un guerrier jusqu'au bout. On voyait à la fin, il avait des crampes, il n'arrivait plus à bouger, il se battait encore sur tous les ballons. Maintenant, il joue dans un grand club, on sait qu'il est bon. Il a confirmé sa Coupe du Monde, il a confirmé tout son talent. Peut-être que moi, je l'aurais peut-être plus attribué le meilleur joueur plus à Mascherano qu'à Messi. Maintenant, c'est un niveau défensif, c'est rarement les défenseurs qui ont des prix. Mais je pense que c'était le meneur de l'équipe d'Argentine, avec une défense très solide. C'est vrai qu'on attendait en tout cas cette équipe d'Argentine aller de l'avant. Et finalement, c'est l'inverse qui s'est déroulé avec des défenseurs au top de leur forme. Hein. Même Zabaleta a été bon sur cette Coupe du Monde. On a eu Rojo qui a été un peu la révélation. Biglia qui n'est pas un excellent joueur qui a sorti sa Coupe du Monde quand même. Mascherano qui a été extraordinaire. Donc c'est vrai que défensivement, on ne l'attendait pas. On trouvait que cette équipe, sur le papier, en tout cas, était très déséquilibrée. Qu'elle allait aller vers l'avant, que défensivement, ça n'allait pas aller. Et finalement, c'est l'inverse qu'on a eu. Alors on peut saluer quand même cette défense argentine qui a été plutôt très bonne sur l'ensemble de la compétition. Et malheureusement, niveau offensif, on a été déçu effectivement par Lionel Messi, même s'il a été décisif dans la phase de poule. On a été déçu aussi par, pas par Higuaín, mais par Agüero, qui malheureusement n'a pas été à la hauteur sur cette compétition. Alors c'est vrai que là aussi, il avait une grosse saison quand même avec Manchester City, même s'il n'y a pas eu la confirmation en Ligue des Champions. Mais bon, c'était décevant au niveau offensif, cette équipe d'Argentine. Et on peut être déçu aussi de l'entraîneur. Pourquoi avoir changé, l'avait dit. Je reviendrai toujours là-dessus. C'est vrai que c'est quand même assez incompréhensible de le faire sortir alors qu'il jouait cette première mi-temps d'une manière assez intense et qu'il arrivait à faire mal à cette défense allemande. On peut se poser des questions. Surtout qu'en face, c'était pas le défenseur le plus rapide. Mais oui, tout à fait, c'est pour ça. Choix tactique, mais les choix tactiques ont vraiment une importance. Et quand on reprend ce Pays-Bas-Argentine, c'est pour ça que je croyais fortement à cette équipe des Pays-Bas, puisque c'était le combat, le vrai match du combat tactique. Et Van Gaal Sabella, le match était joué. Sauf en allant au tir au but. Et là, ils sont passés totalement même à l'arraché, l'Argentine, en ayant un super Romero durant les arrêts. Mais entre le tacticien Sabella et le tacticien Van Gaal, 12 points, si on aurait été à l'Eurovision. Non, mais ça a été l'une des grandes attentes, puisqu'il aurait pu jeter complètement l'éponge, puisqu'il part à Manchester United, de se dire je vais jouer l'Euro, je vais jouer la Coupe d'Europe bientôt, pourquoi m'embêter avec une Coupe du Monde avec les Pays-Bas? Et non, il a respecté lui aussi sa nation, puisqu'il est néerlandais et fier de l'être, et il nous l'a montré en allant arracher cette 3e place, l'Argentine 2e, l'Allemagne 1er, l'Argentine dont les choix tactiques ont pu faire défaut à certains moments. Notamment, l'avait dit en finale, qui est pas ça. Mais l'un des tacticiens aussi qui était très bon, puisqu'on a eu un vent de fraîcheur avec ces équipes sud-américaines, on en parlera dans les surprises, puisqu'il y en a plusieurs, et là, c'est dans les attentes, les confirmations, si on veut, c'est l'Uruguay. L'Uruguay, très bon tacticien derrière, et équipe regroupée, bien un bloc équipe vraiment, avec un Suarez qui fait le show, même un peu trop parfois, qui a fait la sanction de la FIFA quand même fait sortir le Uruguay au final. Elle nous a volé un peu ce 8e de finale face à la Colombie, mais c'est l'une des équipes qui reste dans la phase finale de Coupe du Monde, souvent, l'Uruguay.
et aller vraiment à son rang. Cette équipe du Uruguay avec un Cavani qui était bon aussi. Bon, mais pas exceptionnel. On s'attendait peut-être plus de Cavani. Il a peut-être un petit peu déçu sur cette Coupe du Monde, mais on a vu qu'avec Suarez, il s'entendait quand même bien, et c'est Suarez qui porte cette équipe. Très belle équipe du Uruguay quand même. Oui, mais moi, j'en avais fait dans les pronostics comme ça que j'avais pu faire. Je les avais mis carrément en vainqueur potentiel. Donc moi, j'étais vraiment déçu, personnellement. Bah après, c'est vrai que Luis Suarez a vraiment été le joueur de cette équipe uruguayenne, côté positif comme côté négatif, puisque c'est lui qui fait gagner à lui seul donc le match contre l'Angleterre et qui permet une possible qualification de cette équipe uruguayenne. Et derrière, contre l'Italie, il va aller jusqu'à mordre Chiellini. Donc là, c'est vrai que c'est le côté vraiment côté un peu fou de ce joueur. C'est dommage parce que c'est vraiment un excellent joueur et il aurait pu permettre à son équipe d'aller beaucoup plus loin dans cette compétition, surtout qu'effectivement, comme Damien l'a dit, l'association Cavani-Suarez, ça marchait plutôt très bien. On a vu 2 passes décisives, notamment de Cavani sur le match contre l'Angleterre, qui permettent à Suarez de mettre un doublé. Donc c'est vrai que c'est malheureux pour cette équipe d'Uruguay, même si en face, la Colombie, c'était plutôt très fort. C'était solide, mais le match a été quand même mis sur un pied d'inégalité. Après, Suarez ne méritait pas de jouer ce 8e de finale, quoi qu'il arrive. Il aurait eu son carton rouge, il aurait peut-être, pourquoi pas, pu jouer un quart de finale, mais sur ce 8e, non. Il le méritait pas, mais en quelque sorte, s'il n'aurait pas fait d'anomalie face à l'Italie, il aurait pu jouer pleinement ce 8e. Après, c'est sa faute. C'est le côté Angers dément de Suarez. Hein. Il peut faire 2 choses, même 3-4 choses fantastiques, et en faire une complètement délirante qui va ternir le reste. C'est pour ça aussi qu'on peut l'apprécier ou le détester. Ça nous renvoie aussi au Brésil. Est-ce que c'était dans les attentes d'arriver en demi ou au final avec de l'objectivité, ou est-ce que c'est une véritable déception, comme on a pu le voir au niveau des joueurs, au niveau du peuple, bien que la déception, soyons réalistes, quand on voyait cette équipe, ce collectif, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle gagne la Coupe du Monde. Gagner une Coupe du Monde sans attaquant, c'est pas pour faire défaut à Hulk ou Fred ou Joe, mais c'est pas fort devant. On attendait mieux, on a connu mieux quand on a eu le Brésil, des Socrates, des Zico, des Romario, des Bebeto, des Denilson, des gens qui savaient jouer au ballon, des gens qui nous faisaient rêver, qui avaient vraiment du côté samba dans les pieds. Et là, se retrouver avec un tel déficit d'attaquants, on pouvait se dire, c'est mal barré. Quand on les voit jouer, c'était une Neymar dépendance. Au final, moi, je les mettrais dans ils n'ont pas déçu et ni ils étaient à leur rang en arrivant en demi-finale, c'est déjà extrêmement bien pour une équipe très jeune. Après, il y a ce choc psychologique, cette défaite monumentale face à l'Allemagne, puisqu'ils ont complètement craqué psychologiquement, pas en dehors, comme ils avaient fait contre le Chili, en pleurant après cette séance de tir au but qui les a transfigurés. Mais là, contre l'Allemagne, c'était vraiment une déchéance sur le terrain après ce 2-0. Et donc là, ça a fait 7-1. Qu'est-ce que vous en pensez du Brésil ? Déception ou réalité ? Pour ma part, je dirais que c'est ce que j'attendais d'eux. Ils ne pouvaient pas faire plus. Maintenant, je dirais que c'était positif au niveau des jeunes qui ont essayé de créer, qui ont essayé de jouer. J'ai été déçu par les anciens. Fred qui a fait une bonne Coupe d'Amérique, qui est complètement passé à côté de sa Coupe du Monde. Daniel Alves qui était pas complètement en dehors aussi. Après, il y a des choix tactiques. Pourquoi ne pas mettre Maxwell et mettre Marcelo qui est plus offensif ? Peut-être pour créer du jeu, mais ça crée un décalage derrière. Il se retrouvait à 3 défenseurs.
pourquoi Fred a joué tous ces matchs. C'est une question qu'on peut se poser aussi. Après un match ou deux ratés, peut-être mettre plus Hulk et essayer de changer un peu l'organisation. Maintenant, il y a des jeunes comme Bernard, Oscar, Neymar qui peuvent créer l'avenir. Lucas Moura qui pourra y aller aussi. Il y a Coutinho, Philippe Coutinho, qui joue dans un club européen. Peut-être que dans 4 ans, ils seront plus au niveau et là, on pourra attendre peut-être un petit peu plus, mais cette année, ils ont fait leur maximum. Pour moi, ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient. Jonathan ? Bah moi, je sais pas par où commencer. C'est vrai que demi-finaliste en soi, vu l'effectif qu'ils avaient, c'était bien. Après, reste à savoir si l'ampleur de cette défaite historique contre l'Allemagne, plus celle des Pays-Bas sur leur sol, ça va pas les marquer pendant de très longues années, parce que ils s'y attendaient pas et moi je sais pas quoi dire pour eux. C'est vrai que au niveau Scolari, on peut débattre aussi de ses choix de la sélection, parce qu'il a mis de côté, en faisant le pari de la jeunesse, des joueurs capés et confirmés comme Kaka et Ronaldinho. Peut-être que ces deux joueurs notamment, ils auraient eu un impact sur le groupe, je sais pas, on pourra toujours débattre, on saura jamais. Donc voilà. En soi, le résultat, c'est plutôt bon, vu l'effectif, mais après l'ampleur des défaites, c'est très dur pour eux. C'est la manière qui fait défaut, c'est surtout ça. Parce que sur le fond, c'est pas si mal demi-finaliste. Après, sur la manière, comme on est vraiment attentiste à la manière, on regarde vraiment, et cette défaite est passée en travers de la gorge des Brésiliens, parce qu'encore on perd 1-0 face à l'Allemagne, on fait honneur. Mais là, sifflé en sortant du stade. Non, effectivement, pour moi, cette équipe, c'était beau qu'elle arrive en demi-finale, mais elle a déçu quand même. Même sur ses qualifications, on l'a vu face au Chili, elle a eu beaucoup de mal, ça a été fait façon petit bras. Pinilla aurait pu qualifier le Chili à la 120e, mais sa frappe est tombée sur la transversale. Donc le Brésil se qualifie au penalty. On a vu que malheureusement Thiago Silva n'a pas participé à cette séance, était vraiment seul de son côté, prostré quasiment. On a senti que cette équipe n'a pas réussi à rester sous pression, en tout cas a été complètement défaillante sur le côté psychologique. Effectivement, notamment après la blessure de Neymar, on parlait que de Neymar au lieu de parler du match contre l'Allemagne. C'est dommage parce que cette équipe, avec des changements, effectivement, comme l'ont dit Damien et Jonathan, aurait pu, en tout cas, peut-être pas passer la demi-finale, mais aurait pu mieux figurer déjà. Et c'est vrai que l'ampleur de cette défaite 7-1, c'est très décevant pour cette équipe, suivi d'une large défaite aussi pour la petite finale. Mais là, c'est peut-être plus logique, étant donné le coup que cette défaite en demi-finale a été pour eux. Bon, après, c'est vrai qu'on aurait pu voir Lucas Moura dans ce groupe. Ça aurait été intéressant, puisqu'il aurait peut-être été le pendant de Neymar, tout simplement. Il est quand même bon techniquement, il aurait pu apporter quelque chose offensivement à cette équipe brésilienne. D'un côté, c'est pas plus mal, ça a pu le préserver d'une Ça l'a préservé, c'est sûr. déroute. Ça l'a préservé. Neymar est préservé aussi, puisqu'il n'a pas joué cette demi-finale. Et au final, sa Coupe du Monde a été réussie. Très bonne. Il a montré que c'était le patron de cette Seleção. Et finalement, le seul match intéressant de cette équipe du Brésil, ça a peut-être été son quart de finale contre la Colombie. Voilà, c'est parce que Neymar était attendu dès les matchs de poule, il a confirmé. Le 8e, difficile puisque c'était très tactique. Le Chili, c'est beaucoup de pressing, c'est l'une des équipes coup de cœur. Et la Colombie, là où il avait plus d'espace quand même pour jouer, il a encore frappé. Il a encore donné une impulsion au jeu, il a vraiment apporté. Moi je voulais dire aussi, on a essayé de faire des Brésiliens, de l'équipe du Brésil, un peu des faiseurs de miracles, c'est-à-dire ils étaient attendus presque avec une mission qui dépassait le cadre du foot, en réglant le climat social, etc. Disons,
On attendait trop de cette équipe du Brésil, je pense. Trop de pression aussi. Et du côté de la Grèce, est-ce qu'on attendait cette équipe de Grèce à ce niveau-là? En tout cas, moi, je la marque dans les déceptions, parce qu'au niveau du jeu, c'est encore une fois une vraie déception. Il y avait des beaux huitièmes de finale, et on se retrouve face à Costa Rica-Grèce. Alors, on a cette fraîcheur du Costa Rica, qui est quand même l'une des équipes coup de cœur aussi, hein. Certes, c'est très regroupé en défense. Ça attend la séance de tir au but avec son fameux gardien Taylor Navas, qui fait des miracles. Et la Grèce, on l'a jamais vu attaquer. Ouais, je dirais que la Grèce, Sauf contre la Côte d'Ivoire. je dirais que même contre la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été flamboyant. Mais je dirais que cette équipe de Grèce est fidèle à elle-même. On se souvient de sa victoire à l'Euro 2004. Ça n'a pas été forcément flamboyant. Bah là, elle est restée sur son jeu, le jeu qu'elle sait faire, défensif et une contre-attaque de temps en temps qui peut faire mouche. Voilà, on n'attendait pas forcément non plus énormément de cette équipe de Grèce. Oui, mais en fait, il y a du potentiel quand on voit. Il y a du potentiel, mais bon. Il y a des joueurs intéressants. Les faire jouer à contre-courant comme ça, c'est quand même se priver d'un jeu à déployer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu Mitroglou. C'est dommage, il n'a pas été titularisé. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça aurait pu apporter quelque chose de plus à cette équipe de Grèce. Puis ça doit frustrer les joueurs de jouer de cette manière. Parce que c'est une négation du football. Mais oui, mais bon, elle a été fidèle à elle-même, cette équipe de Grèce. Voilà, on peut pas dire autre chose. Et franchement, qui attendait la Grèce en huitième de finale? Ce n'est peut-être pas pour rien que on a un entraîneur italien qui va devenir sélectionneur de l'équipe de Grèce. Il est devenu, pour ça y est, pouvoir c'est officiel. Vraiment, peut-être ouvrir cette équipe vers le jeu. Claudio Ranieri. Voilà. Bon, ils vont peut-être pas gagner avec lui, hein, puisque c'est pas un entraîneur qui gagne, mais en tout cas qui développe du jeu. Et développer du jeu, c'est peut-être la publier des victoires déjà. Et on peut saluer l'équipe de Grèce avec ses joueurs qui, eux, ont reçu une prime, les fameuses primes, hein, de participation à la Coupe du Monde, mais ils ont décidé de reverser à l'État grec pour qu'ils construisent un centre d'entraînement digne de ce nom. Donc Ouais, tout à voilà, fait. Il y a s'ils ont fait quelque chose, c'est peut-être ça. Il y a plusieurs équipes aussi qui ont fait des dons à des organisations. Je sais que l'équipe d'Argentine a donné à une association qui lutte contre le cancer. On a eu aussi, je crois, l'équipe d'Algérie qui a fait un don pour Gaza, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Mesut Özil aussi qui a fait don de sa prime. Tout à fait, oui. Donc il y a eu beaucoup de joueurs, beaucoup de pays comme ça qui ont donné leur prime, et c'est vrai que c'est intéressant, ça montre que les joueurs peuvent aussi jouer pour leur nation. Jouer pour leur nation, tout à fait. Et déception, justement, on était sur ces questions de primes. Alors, le Nigeria, pour moi, c'est une vraie déception, parce que le match France-Nigeria 2-0 était déjà plié d'avance. C'est un peu comme ce Colombie-Uruguay qui était joué d'avance. Avec cette situation de prime, on sentait cette équipe du Nigeria très amoindrie, et pourtant c'est une équipe très jeune qui a de réels joueurs qui auraient pu faire mieux, puisqu'ils sont champions du monde des moins de 17 ans de mémoire. C'est une vraie déception. On n'a pas vu de vraie équipe africaine porter cette Coupe du Monde et nous faire rêver. Après, au niveau des équipes africaines, le Nigeria était peut-être pas celle qui était la plus attendue. Donc ça a quand même fait une bonne Coupe du Monde dans l'ensemble, avec des bons matchs de poule. Maintenant, moi j'attendais plus pour ma part du Ghana et de la Côte d'Ivoire, qui sont complètement écroulés en poule. Le Nigeria, moi je trouve qu'ils ont fait une Coupe du Monde correcte. Ils sont encore jeunes. Ils seront là à la prochaine Coupe du Monde. Côté surprise, on a l'Algérie. Voilà, c'est l'équipe africaine qui nous a fait vraiment aimer le foot. Au moins, on voyait une équipe qui se battait, qui avait de l'envie. Et même quand on voit ce match Allemagne-Algérie et Allemagne-France, oui, on peut se dire que cette équipe d'Algérie est passée beaucoup moins loin de la défaite que
que l'équipe de France. Parce qu'elle s'est battue, parce qu'elle y allait avec le cœur. Et c'est ça qui a peut-être manqué aussi aux Français, c'est cette fougue, c'est cette envie. À un certain moment, passer un cap. Trop de réflexion sur le terrain, ça cage un peu le jeu. Et Bon. cette équipe d'Algérie, c'était un vrai vent de fraîcheur. Coach Vaïd, il était là. Tout à fait. Tous les joueurs réunis autour de coach Vaïd, qui en a fait une équipe de guerriers comme à son habitude, à l'image du sélectionneur. Ils ont joué crânement leur chance, totalement décomplexés. Et oui, ça a été une bonne surprise, une excellente surprise. Et ils nous ont fait un peu rêver, quoi. Rames Rodriguez et la Colombie, surprise également. Surprise également, effectivement. Même L'absence si de Falcao faisait qu'on se demandait savoir si cette équipe de Colombie pouvait réussir quelque chose. Et ça les a décomplexés. ça les a décomplexés. On a vu effectivement une belle phase de poule, notamment pour débuter pour cette équipe colombienne. Et puis effectivement Mario Yepes, oui tout à fait, qui a été le joueur en défense centrale, qui a été décisif aussi, hein, mine de rien. 37 ans, toujours présent, et il a fait sa Coupe du Monde, Mario Yepes, capitaine de cette équipe colombienne, et qui a permis effectivement de souder ce groupe. Cuadrado, je trouve pour moi, qui a été trop soliste, un peu à la manière de Robben, et je pense qu'il était très bon techniquement, et s'il avait joué avec ses partenaires, il aurait pu faire beaucoup plus mal à cette équipe brésilienne que ce qu'il n'a été fait, en tout cas en quart de finale. Et ce n'est pas passé loin en quart de finale. C'est pas passé loin, mais 2 coups de pied arrêtés pour le Brésil. 2 coups de pied arrêtés, mais ils ont fait un bon match, les Brésiliens, en particulier sur ce quart de finale. Pour moi, c'est vraiment le match où ils ont montré qu'ils pouvaient faire quelque chose, mais après, bon, ça s'est effondré. C'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, cette équipe colombienne qui a plu, et James Rodriguez, justement, Rames, qui a marqué le plus beau but de cette Coupe du Monde contre l'Uruguay. Et surprise également, Chili. Le Chili. C'est vraiment une équipe, pareil, un peu comme l'Algérie, une équipe de guerriers qui ne lâche rien pendant 90 minutes, qui met le pressing, qui va exténuer son adversaire et qui réussit. Certes, c'est sorti en 8e de finale, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe du Chili tenace, et avec une envie au-delà du raisonnable, en tout cas avec cette manière. C'est un très bon point pour le Chili, mené par un Arturo Vidal extraordinaire. Jonathan, les matchs du Chili qui t'ont marqué? Bah oui, ils ont bien joué. C'était une équipe surprise. Après, je vais t'avouer que j'étais pas aussi, parce que je les attendais pas à ce niveau. J'étais pas focalisé sur les performances du Chili à tort. Hein, mais ils nous ont surpris, ouais, vraiment. Voilà, c'était reportage VIP. Faites la Coupe du Monde, faites la victoire de l'Allemagne, Deutschland schießt ein Tor de Mélanie Müller. Vous pourrez écouter cette fabuleuse musique allemande sur toutes les grandes plateformes numériques, puisque c'est l'un des titres aussi qui fait une fierté en Allemagne.
der ganzen Welt. Voilà, c'est ça aussi, cette belle victoire de l'équipe d'Allemagne. La suite des programmes sur RVVS, c'est Route des Hommes. Allez, ciao, bye bye, à la semaine prochaine. Et maintenant, c'est Route des Hommes sur RVVS.